Nous sommes dimanche 8 juin. Merci d'être avec nous pour l'édition du soir sur la télévision Labari, à commencer par le sommaire. L'association Timidria et le ministère de la Justice ensemble pour commémorer la première journée ouest-africaine de lutte contre l'esclavage. Cérémonie sous le parrainage du président de la Commission nationale des droits humains et à vivre dans ces détails dans quelques instants. Les présidents plutôt palestiniens et israéliens autour du pape François ce soir à Rome pour une prière pour la paix au Proche-Orient. Le déroulé dans ce journal. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir, merci d'être avec nous et bienvenue au journal. Nous l'annoncions en titre, la première journée africaine de lutte contre l'esclavage. L'événement est de taille et les espoirs suscités tout autant. Et en plateau avec nous ce soir pour en parler, Madame Gogé Memouna Gazibo, directrice générale de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. Madame, bonsoir, merci d'être là et à tout à l'heure. Prenons d'abord connaissance de ce communiqué de presse du comité exécutif de l'Union des Nigériens à l'Université de Niamey, considérant la procédure judiciaire portant sur la libération des étudiants détenus déjà engagés avec la libération de 41 de nos camarades, considérant les instructions données à l'ANAB et les mesures censées être prises par le directeur général de l'ANAB pour mettre l'ensemble des étudiants bénéficiaires de l'aide sociale dans leurs droits et le paiement de la bourse du deuxième trimestre, de la FCEG et de l'ENS, considérant la nécessité de sauver l'année académique universitaire déjà perturbée par le retard légendaire dans lequel se trouve l'université Abdou Moumouni. Le comité exécutif demande donc à l'ensemble des militantes et militants de bien vouloir reprendre le cours à partir de ce lundi 9 juin 2014, signé par le secrétaire général du comité exécutif Younousi Abdourahman. Rendons-nous donc, c'est le titre du jour, et rendons-nous à l'auditorium Sani Bako pour la cérémonie de la commémoration de la première journée ouest-africaine de lutte contre l'esclavage, une initiative de l'association Timidria en partenariat avec le ministère de la Justice. Détail Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Cette rencontre entre différents acteurs intervenant dans les questions des droits humains fait suite à la conférence de Bamako tenue du 8 au 10 juin 2013 sur les pratiques esclavagistes dans la sous-région. Des échanges à l'issue desquels le 8 juin a été instituée journée ouest-africaine de lutte contre l'esclavage. Occasion pour le secrétaire général de l'association Timidria de rassurer l'assistance sur leur engagement sans faille dans ce combat. Nos organisations font de l'espoir que la commémoration de cette journée va contribuer à l'éradication de l'esclavage dans notre pays et au-delà dans toute la sous-région. Soyez rassurés que Timidria va contribuer de s'acquitter de sa mission aux côtés des organisations serres de protection et d'assistance des victimes de pratiques esclavagistes et discriminatoires avec la contribution de son avocat qui a eu d'ailleurs à plaider les cas de Khadija Toumani devant la cour de la CEDEAO et tout récemment le cas de Ramatou Garba devant le tribunal de Konni. Pour sa part, le président de la Commission nationale des droits humains a souligné l'importance de cette journée. Le respect des droits humains est incompatible avec l'esclavage qui est un crime, une pratique avilissante qu'on vient de démontrer par plusieurs gens. Ces pratiques sont punies par les instruments juridiques internationaux ainsi que les textes internes qui sont entre autres la Constitution et les partenaires. En marge de ces conclaves, le ministère de la Justice nous livre son appréciation sur cette journée qui, selon lui, cadre parfaitement avec le souci des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président Issoufou Mahamadou. La signification qu'il faut lui en donner, c'est que, bien sûr, ça procède de cette volonté politique clairement affirmée et réaffirmée depuis 2011, depuis l'accession du président Issoufou Mahamadou au pouvoir, que la liberté et l'égalité doivent absolument être consolidées dans notre pays, bien sûr à travers la répression
de délits et crimes d'esclavage, de traite de personnes, mais aussi et surtout en sensibilisant les citoyens de ce pays que la République est incompatible avec certaines pratiques de type esclavagiste, traditionnel, sophistiqué soit-il. Cette cérémonie est marquée par des conférences autour du thème « La problématique de la persistance de l'esclavage dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, quel impact sur l'état de droit et la démocratie ?» animée par des éminents conférenciers afin de mieux cerner les contours de la question. Et nous en venons à notre invitée, Madame Gogé Memouna Gazibo, Madame la directrice générale, bonsoir à nouveau. Bonsoir. On vient de le voir, première journée ouest-africaine de lutte contre l'esclavage. Pourquoi maintenant? Et pourquoi maintenant? Parce que déjà, effectivement, on l'avait dit ce matin, il y a eu une conférence du 16-18 juin à Bamako où on avait estimé qu'il fallait que les États fassent des efforts pour faire un meilleur plaidoyer. Parce que les questions d'esclavage, tant que c'est juste un traitement au niveau de la société civile, c'est moins efficace. La société civile fait le plaidoyer, mais la répression revient à l'État. La prise en charge aussi. Donc, à la suite de cette conférence, il a été décidé d'instituer une journée nationale de commémoration dans chaque État. Et Timidria, ayant été à la conférence, a approché le ministère de la Justice, qui est aussi dans une perspective. De la même perspective, aujourd'hui, on parle beaucoup de traite et l'esclavage est une forme de traite. Donc, nous nous sommes associés à Timidria pour se commémorer cette première journée. Oui, mais la lutte contre l'esclavage, vous êtes la directrice générale de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. Est-ce qu'au Niger, il y a eu des avancées concrètement par rapport à ce dossier? Je suis surprise que vous posez la question. Autrement, s'il n'y avait pas eu d'avancée, je ne serais pas là ce soir. Donc, on va commencer par dire que le Niger a véritablement criminalisé, par exemple, l'esclavage depuis 2003. Et force est d'admettre que de 2003 à 2010, on n'a pas assisté à une grande victoire. Certes, la société civile était mobilisée, mais du côté de l'État, je dirais que les autres infractions étaient mieux poursuivies. À partir de l'ordonnance de 2010 portant lutte contre la traite des personnes, l'esclavage a été davantage criminalisé et reconduit de l'ordonnance portant traite des personnes avec un volet encore plus répressif et une prise en charge. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'esclavage n'est pas lié à la traite de personnes, c'est une forme de traite de personnes. Et de 2010, date de l'adoption de l'ordonnance, aujourd'hui on est en 2014, l'ordonnance a prévu un certain nombre de mesures que vraiment l'État et le ministère de la Justice se sont mobilisés pour faire respecter. D'abord, l'ordonnance prévoyait 3 décrets d'application. Pardonnez-moi madame de vous interrompre, mais il y a une question qui me taraude l'esprit. Le phénomène Wahaya de la 5e épouse, c'est bien au Niger que ça s'est passé? Bien entendu, mais vous m'aurez laissé finir, je serai arrivé à là. C'est que justement, l'État a créé la Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes, l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. Les deux structures sont opérationnelles. Aujourd'hui, vous soulevez la question de Wahia. Si l'État veut faire du travail concret, il faut un travail de longue haleine, durable et sur le long terme. Et il ne suffit pas juste de faire des discours. Raison pour laquelle l'ordonnance prévoit un plan d'action national qui va décliner la politique nationale de l'État du Niger en matière de lutte contre la traite des personnes. Donc toutes les formes, y compris cette forme que vous venez de citer, et les pratiques migratoires. Aujourd'hui, nous avons clôturé la journée de l'atelier de validation du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes, élaboré par la Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes, que l'agence va mettre en œuvre. Et en termes de volonté, on ne peut pas être plus clair. Vous avez, si je ne m'abuse, organisé un atelier de validation d'un plan d'action, là, tout récemment. Quel en est l'objectif? L'objectif du plan d'action, c'est que justement, avant d'arriver, parce que votre première question, c'était ce qu'on avait fait depuis. Ce qu'on avait fait depuis déjà, c'était d'écouter l'ensemble des leaders et des acteurs concernés par les questions de traite, d'esclavage et de migration. Nous sommes allés vers les communautés pour les écouter, entendre ce qu'ils ont à nous dire et les propositions de solutions que nous avons
intégré dans un document que nous avons appelé Plan d'action de la Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes. Chacun de ces volets, dont la troisième forme d'esclavage, comme Waya dont vous parlez, nous avons tenu compte de toutes les formes d'exploitation qui constituent des questions de traite. Nous avons proposé des solutions sur 5 ans. Ça veut dire que ce plan d'action sera mis en œuvre par l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes de 2014 à 2019. À partir de 2019, on va se retrouver pour voir si est-ce que le Niger a évolué, est-ce qu'on a lutté efficacement contre la traite, est-ce que les mesures de prise en charge ont pu être adoptées. C'est vraiment ça l'idée du plan d'action, c'est retrouver à la fois les services de l'État et l'ensemble des partenaires sociaux autour des mêmes documents pour le mettre en œuvre. Chacun selon le volet. Ce plan d'action sera vendu par l'agence auprès des partenaires et de la société civile. Quand je dis vendu, c'est qu'on va leur expliquer le contenu du plan d'action et chaque acteur en fonction de sa spécificité interviendra. Poursuivons ce journal. Une fin d'année célébrée de mille feux par le complexe scolaire privé Lumière Vive hier après-midi à la maison des jeunes Djado Sekou. Élèves et parents d'élèves se sont donnés à cœur choix et les meilleurs élèves récompensés sont repartis les bras chargés, nous rapporte Memouna Daouda et Chebou Kisso. La fin de l'année académique rime avec des fêtes. Le complexe scolaire privé Lumière Vive ne fait pas exception à la règle. La présente cérémonie est organisée pour égayer les élèves après une année académique bien remplie. Dans son mot de bienvenue, le directeur général du complexe scolaire privé Lumière Vive n'a pas manqué de remercier tous les partenaires du dit complexe avant de se pencher sur les ambitions du CSP Lumière Vive. Il est important de noter que le complexe scolaire privé Lumière Vive, l'année passée, à pareil moment, on vous annonçait la création du lycée, le lycée Horizon. Et c'est un fait. Le lycée effectivement a été créé avec les classes de seconde et de terminale. Et Inch'Allah, l'année prochaine, on complétera cela avec les classes de première. Avec l'acquisition d'un terrain propre qui est en train de se faire, nous pouvons aller vers la création d'un internat. Il serait important de rappeler et d'informer les parents par rapport à la mission première qui nous ont confiée il y a 1 an, qu'après la fête de l'an passé, le complexe a arrêté les résultats suivants. Au niveau du CFEPD, l'an passé, on avait réalisé un taux de 100%, s'il vous plaît. Au niveau du BEPC, on avait réalisé un taux de 95%. Un seul élève n'était pas admis parmi nos candidats. Pleinement satisfait de l'enseignement du CSP Lumière Vive, les élèves et parents d'élèves jugent la qualité de l'enseignement. Le CSP Lumière Vive est une très bonne école, une école à la fois qui instruit, qui éduque les élèves. En tout cas, ils m'ont appris beaucoup. Je remercie beaucoup l'école Lumière Vive. Je suis à la fois émue et puis toute excitée parce que c'est la première fois que je reçois un prix depuis, je pense, 3 ans. Je trouve en fait en tout cas qu'il y a un très bon encadrement dans cet établissement. Au-delà du respect des programmes éducatifs, ils ont aussi un suivi très rapproché qui permet de relever les différentes lacunes des enfants. C'est ainsi que les enfants qui ont certaines difficultés sont reçus les samedis pour des reprises de cours et des entraînements. Je trouve en fait, en tout cas, que le centre est très indiqué pour l'épanouissement et l'acquisition des connaissances nécessaires à la vie d'adulte de nos enfants d'actuel. Le complexe scolaire privé Lumière Vive, une école de référence avec des enseignants expérimentés, n'est jamais déterminé à donner des enseignements de qualité à vos enfants.
La joie des enfants, rien de mieux. Retour sur notre fête de fin d'année, celle de l'Institut nigérien d'enseignement technologique INET le samedi 31 mai dernier. Un jubilé couplé au 10e anniversaire de l'Institut au slogan si populaire, l'innovation en continu. Replongeons dans l'ambiance de ce samedi 31 mai avec nos reporters Michel Deji et Halidou Bourema. 10 ans d'existence, 10 ans d'expérience professionnelle, 10 ans de service rendu à la nation, tel est le vocable sous lequel est placé ce 10e anniversaire de l'INET. Un institut qui a vu le jour en 2004 grâce à son promoteur Younoussa Ousseini, lui-même professionnel de l'enseignement, pour avoir enseigné dans plusieurs écoles et à l'université Abdou Moumouni de Niamey après l'obtention de son DSGE à Dakar. Si une décennie d'existence nous paraît peu pour évoquer l'âge de la maturité, en 10 ans de parcours, nous pouvons sans conteste affirmer que l'INET a apporté sa modeste contribution au développement socio-économique de notre pays, avec plus de 2000 diplômés intégrés dans le public et le privé. Nous pouvons également citer à l'actif de l'INET un témoignage de satisfaction décerné par l'ADDE, Association pour la défense du droit à l'éducation, le 19 janvier 2008. Un témoignage de satisfaction du ministère des Sports et de la Culture du 7 mai 2010. Une lettre d'encouragement du ministère des Enseignements secondaires, supérieurs et de la Recherche scientifique du 20 mai 2010. Un témoignage de satisfaction du ministère de la Formation professionnelle et de l'alphabétisation du 4 avril 2011. 2 trophées dans le domaine sportif et culturel. Occasion également pour le directeur de cet institut de décerner des témoignages de satisfaction à des braves enseignants pour le travail qu'ils ont abattu depuis la création de cet institut en faveur de la promotion de l'excellence. Des efforts vivement salués aussi bien par le représentant des étudiants que par l'amicale des anciens élèves et étudiants de cet institut. Nous, anciens étudiants de l'INET, connaissons les mérites de cette école pour l'avoir fréquentée et surtout pour avoir mis en pratique sur le terrain avec professionnalisme les connaissances reçues. Nous vous suggérons fidélité et confiance à l'INET. Fidélité et confiance, des qualités qui ne peuvent se fonder que sur le mérite, et c'est dans cette optique que l'INET ambitionne d'aller encore plus loin. Dans le souci de garantir la qualité de l'enseignement et de donner plus de crédibilité au plan international à nos diplômes, nous avons décidé de soumettre les programmes de niveau supérieur au CAMES. Enfin, l'INET vient de mettre en place un plan de diversification de ses partenaires au niveau régional et international pour une fréquentation de notre institut par plusieurs nationalités. Je suis l'Institut nigérien de l'enseignement technologique. Je suis la vedette de l'enseignement professionnel. Poèmes, chants, sketch, slam, karaoké et défilés ont couronné cette journée anniversaire qui annonce déjà la période des belles vacances et des examens de fin d'année pour les élèves et étudiants en fin de cycle. Restons dans le monde des enfants, Madame la directrice générale. Est-ce que la traite des enfants existe et sous quelle forme au Niger? La traite des enfants est justement l'une des formes les plus qu'on rencontre le plus. C'est quoi la traite des enfants? C'est d'abord la mendicité. Aujourd'hui, il n'y a pas une région du Niger où vous ne verrez pas des talibés versés dans les rues. Pourquoi on ne les qualifie pas comme simples talibés apprenant la religion, mais plutôt comme des enfants victimes de traite? Parce que le plus souvent, les marabouts vivent du travail de ces enfants qui ne sont pas, ils sont en âge d'aller à l'école, mais ils mendient pour faire nourrir leur marabout, ou ils sont versés ou loués dans des champs. La traite des personnes aussi, c'est ce que vous voyez à Arlit et à Agadez, où récemment on a été avec toute une délégation avec le ministre de la Justice. Mais c'est des femmes qui louent des enfants
à des mères dans des villages et qui les amènent pour mendier en Algérie. C'est ça la traite des personnes. Aujourd'hui, même dans le phénomène de 93 morts, il y a eu plus d'enfants, 57, que d'adultes. Aujourd'hui, il y a plus d'enfants victimes de traite que d'adultes. C'est ça la triste réalité. Et même l'exploitation sexuelle. Il y en a plus. Allez devant les juridictions, vous serez étonné de voir le nombre d'abus sexuels sur mineurs que vous allez trouver. Et tout ça par qui? Par des adultes peu heureux qui estiment qu'ils peuvent se nourrir de la mendicité ou de l'exploitation sexuelle des enfants. Et que dit la loi à propos? Que dit la loi? Qu'ils doivent être sévèrement reprimés et en tout cas au niveau des juridictions, aucun cadeau ne leur est fait. Aujourd'hui, nous sommes juste confrontés à un problème de dénonciation. La justice est mobilisée. Tant que vous saisissez les services de police et de justice, vous ne pouvez pas dire qu'ils ne vous écoutent pas. Mais seulement combien de Nigériens savent que pour le délit de mendicité, le marabout peut aller en prison? Peu de Nigériens, mais en réalité la mendicité bien avant l'ordonnance de 2010 est un délit qui est réprimé. Mais c'est vraiment la méconnaissance des textes qui fait qu'aujourd'hui les enfants sont victimes de beaucoup d'aberrations. Et puis un enfant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas grand chose. C'est pas l'enfant qui va dénoncer de lui-même le marabout ou la femme qui l'exploite. Parce que quand on dit traite des enfants, on parle de la domesticité aussi. Aujourd'hui, c'est des vagues de jeunes filles qui arrivent, qui travaillent, mais qui ne jouissent pas du fruit de leur travail. Tout ça, c'est de la traite des personnes en fait. Donc la traite, c'est vraiment un domaine vague. Et global, c'est très large, c'est vaste. C'est un problème très... Vous dites, mais vous attendez de nous, par exemple, nous, la dénonciation de ces faits, de ces actes? On l'attend de tous les citoyens, même si c'est de manière anonyme. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir une femme de 27 ans qui traîne avec lui 20 enfants de moins de 7 ans. Elle n'est pas une souris, comme l'a dit Nour dans un sketch. Alors, au moins le réflexe de saisir l'autorité compétente, ne serait-ce que pour un contrôle. Parce que souvent, c'est le manque de contrôle. Il suffit de contrôler pour réaliser que ces enfants, ce ne sont pas ces enfants. Et que ces enfants vont finir dans la prostitution, la mendicité ou la domesticité. Et votre agence maintenant, madame la directrice générale, comment vous vous déployez à l'intérieur? Vous avez des antennes, vous avez des agences, vous avez quoi là-bas? La loi, en fait, l'ensemble des activités que nous devons faire est prévu dans le cadre du plan d'action national que nous venons de valider. Aujourd'hui, ce plan sera devant le Conseil des ministres pour un dernier amendement avant que l'agence puisse se l'approprier. Mais on n'a pas attendu, en fait, le plan d'action pour réagir. On est allé vers les communautés, on a sensibilisé les radios communautaires, par exemple, sur le phénomène de traite et de trafic, et on compte collaborer avec eux. Aujourd'hui, l'ensemble des juridictions du Niger ont été formées sur les notions de traite, sur les notions de répression et de prise en charge. On a formé des éléments de la douane, de la gendarmerie. Aujourd'hui, en attendant concrètement l'application du plan d'action, c'est que le ministère de la Justice ne s'est pas contenté de dormir sur ses lauriers. Le ministère a fait beaucoup de travail de prévention, beaucoup de travail de vulgarisation, beaucoup de travail de sensibilisation. Donc, quand le plan sera là, il sera simple. De communication, de communication aussi. On a fait des sketchs pour sensibiliser, on a fait des journées de mobilisation et on a associé la barre. Donc, je suis étonné que vous me posez la question. On poursuit ce journal avec hier soir au restaurant Reine de Saba, le Lions Club de Niamey a intronisé avec beaucoup d'entrain ses nouveaux adhérents. Le président du conseil de gouverneurs de ce club, Doula Talata, était de la cérémonie, nous apprennent entre autres Michel Didi et Sadou Toumi. Ils sont au nombre de 5 nouveaux lions et une lionne à être officiellement acceptés dans ce club après avoir exprimé solennellement leur engagement à défendre les idéaux du Lions Club International et à offrir leur force naturelle et leur talent en faveur du mieux-être de leur communauté. Rien n'oblige à être lion, mais être lion oblige. Entre autres, à être respectueux de notre engagement. Lion à travers la loyauté, l'ouverture aux autres et la disponibilité. J'ai appris à être fidèle à notre devise, nous servons, et à vivre intensément la vocation internationale du lionisme. Ce sont ces qualités que vous ne devez jamais cesser de renforcer en vous durant toute votre vie au sein de notre prestigieuse organisation qui est le Lions Club International. Vous devez continuellement participer à l'atteinte des objectifs de notre club qui sont les mêmes pour tous les clubs Lions du monde, à savoir
créer et développer un esprit de compréhension entre les peuples du monde, promouvoir les principes de bonne gouvernance et de civisme, s'intéresser activement au bien-être social et moral de la communauté, unir les clubs par les liens d'amitié, de bonne camaraderie et de compréhension mutuelle. Les nouveaux membres de cette association ne cachent pas leur joie après leur intronisation. J'ai compris que c'est un club qui fait des œuvres de bienfaisance, ce qui est une bonne chose. Et j'ai cherché donc à y adhérer. Le club m'a accepté, c'est tant mieux parce que avant d'y adhérer, il faut qu'on vérifie votre moralité et tout. Si je peux être accepté, ça veut dire que quelque part, on me reconnaît certaines valeurs. Et aujourd'hui, le fait d'être intronisé, c'est vraiment un réel sentiment de satisfaction et je m'engage à respecter les règles du club. C'est un sentiment de joie et de fierté. Parce que j'ai toujours voulu entrer dans un club depuis les années 2000. Et qu'est-ce qui m'avait poussé à entrer dans le Lions Club? C'est un club, à ce que j'ai pu assimiler, comprendre, qui aide les gens, qui est là pour servir. Elle est là pour servir son prochain, à l'aider dans tous les besoins. Dans le domaine de la santé, de l'inondation, les Lions interviennent aussi. Créé en 1917 à Chicago avec comme devise « Nous servons le Lions Club International » est une organisation représentée à travers 46 000 clubs actifs dans 208 pays et aires géographiques à travers le monde. Son but primordial est de créer des changements positifs partout où l'organisation est présente. En cette première journée ouest-africaine de lutte contre l'esclavage, nous revenons à notre invité pour une dernière fois. Madame la directrice générale, que peut-on, sur quoi vous vous êtes entendu aujourd'hui à la cérémonie de... On s'est entendu sur le fait qu'il n'est pas admissible d'admettre la violation des droits humains. Qu'aujourd'hui, même si on estime que l'esclavage dans sa forme traditionnelle, puisqu'il y a d'autres formes d'esclavage qui sont définies comme étant de l'esclavage moderne, aujourd'hui, un individu ne peut pas appartenir à un autre. Qu'on se cache derrière la culture, la religion, la coutume, c'est une fuite de responsabilité. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que parce que je suis né dans une famille où que les gens ont catégorisé entre griffes famille esclave, que je puisse appartenir. Parce que une servitude, c'est quoi? C'est le droit pour un individu X de jouir, de disposer et de faire ce que bon lui semble de l'autre individu. Comment un homme peut vendre un autre homme? Aujourd'hui, comment on peut me dire qu'un homme avec toutes ses capacités, quel que soit son degré de formation, quels que soient ses diplômes, sous prétexte que la société a estimé que c'est un esclave, qu'il soit un sous-homme, c'est aberrant. Mais ce n'est pas au poids de la tradition qu'il va falloir vous attaquer d'abord? Non, les traditions, même en droit. Aujourd'hui, je suis juriste, je suis magistrate. Je sais que vous allez aujourd'hui devant le juge de commune, le divorce, la répudiation, la succession, c'est des litiges qui sont tranchés, comment on appelle ça, selon la coutume. C'est ce qu'on appelle le droit coutumier. Ça veut dire que lorsque la coutume est positive, elle est une source de droit et les juridictions l'appliquent. Mais aujourd'hui, lorsque une coutume dévalorise une société, est-ce qu'il faut continuer à croire que c'est une coutume? Lorsque une coutume s'attaque à la dignité humaine, est-ce que c'est vraiment une coutume à défendre? Est-ce qu'on doit être heureux de cette coutume? Aujourd'hui, les gens, c'est vrai, c'est un problème. Le mariage, le fait qu'on pense qu'il y a une classe sociale noble, il y a des esclaves qui ne se marient pas ensemble. C'est un problème, mais aujourd'hui, les gens s'attaquent moins à ce genre de situation que le fait de vendre les individus. Et pour l'instant, c'est comme la femme moya. Comment aujourd'hui vous pouvez expliquer que vous estimez que parce qu'une femme est catégorisée esclave, qui est une injure qui peut vous amener en prison, je préviens tout le monde, vous dites à quelqu'un esclave, vous pouvez aller en prison pour ça. Si je traite quelqu'un d'esclave maintenant, je vais en prison. Injure grave, vous allez en prison. Donc c'est pour ça que je mets entre griffes, parce que je le prononce, je peux aller en prison. Donc, entre griffes, vous dites qu'elle est esclave, donc elle n'a pas vocation à être votre femme légale, donc votre cinquième femme. C'est une aberration. Le droit n'a jamais admis. Le droit a toujours dit que lorsque une coutume valorise, elle fait l'unanimité, alors elle peut être source de droit. Mais lorsque une coutume
viole la Constitution, parce que ça veut dire que tous, on n'est pas égaux devant la loi. Oui, absolument. Alors là, c'est une violation de la Constitution. On ne peut pas la défendre et se retrancher derrière les coutumes pour dire qu'aujourd'hui, l'esclavage doit être toléré. Non. Dans un état de droit, on ne le peut pas. Madame, votre travail est énorme au niveau de l'agence, mais malgré tout, vous avez espoir. Dites-moi pourquoi. J'ai de l'espoir pour deux raisons. Parce que d'abord, au niveau du ministère de la Justice, il y a de la volonté. Il y a de la volonté dans tous les discours. Aujourd'hui, on ne s'interfère pas tellement dans ce que l'agence fait. On nous dit, allez-y, battez-vous. Et on admet aussi que l'État fait de son mieux. Aujourd'hui, si on nous disait en tant qu'agence, allez, faites la sensibilisation, faites la communication et ça s'arrête là, j'aurais été démotivée. Mais de savoir que la loi prévoit un fonds d'aide pour que chaque esclave que je retire de l'esclavage, je puisse matériellement l'accompagner et que ce fonds il est possible, puisqu'on est déjà techniquement sur les documents, ce fonds peut être disponible en 2015. Alors pourquoi je n'aurais pas de l'espoir? C'est la qualité de la loi, l'ordonnance portant traite des personnes, qui me fait espérer, et je vois la mobilisation. Aujourd'hui, le ministère est sur tous les fronts pour défendre ces dossiers-là. Donc là, j'ai de l'espoir parce qu'il y a du concret en fait. Alabari, nous sommes de tout cœur avec vous, madame. Merci d'être venue. Bon courage à vous et bonne chance. Merci. L'actualité internationale. L'Égypte a un nouveau président pour les 4 prochaines années avec l'investiture aujourd'hui d'Abdel Fattah al-Sisi, l'ancien général qui il y a un an destituait le président islamiste Mohamed Morsi. Quoique élu avec 97% de voix, certains Égyptiens voient en cette élection un retour en arrière. Faisons le point. Adli Mansour et Abdel Fattah al-Sisi côte à côte. Le président intérimaire laisse sa place au nouveau raïs. La cérémonie est inédite. C'est la première fois en Égypte qu'une transmission de pouvoir a lieu. Je jure au nom de Dieu Tout-Puissant de respecter la loi, la Constitution, le système démocratique, de respecter et de prendre soin des intérêts du peuple et de préserver l'indépendance de la nation et son intégrité territoriale. Un an après la destitution de l'islamiste Mohamed Morsi, l'Égypte a officiellement un nouveau président pour 4 ans. Place Tahrir, symbole de la révolution, ses partisans exultent. Abdel Fattah al-Sisi est considéré par une grande partie de la population comme un héros qui a chassé du pouvoir les frères musulmans. Je félicite Monsieur le Président pour sa prestation de serment aujourd'hui. J'espère, grâce à Dieu, que ce sera une bonne année pour nous tous, pour tous les Égyptiens. Que Dieu nous sauve de la situation précédente. Mais pour d'autres, l'investiture d'un ex-général constitue un bond en arrière, le retour officiel du pouvoir militaire à la tête du pays. Depuis 11 mois, soldats et policiers ont tué plus de 1400 manifestants pro-Morsi et emprisonné plus de 15 000 autres. Toute forme d'opposition, islamiste, libérale ou laïque, a été éliminée. Sur la Palestine et Israël, où les présidents palestiniens Mahmoud Abbas et israéliens Shimon Peres à Rome, autour du pape François pour une prière pour la paix au Proche-Orient. Le Saint-Siège rappelle et insiste que la démarche du pape initiée lors de son dernier voyage en Terre Sainte n'a pas vocation politique. Les jardins du Vatican, un cadre unique et symbolique pour accueillir le président palestinien Mahmoud Abbas et le président israélien Shimon Peres. Une visite historique et inédite, destinée à faire un pas de plus vers la paix au Proche-Orient. Mais la démarche du pape François initiée lors de son voyage en Terre Sainte n'a pas vocation politique. Les deux dirigeants empêtrés dans un conflit sans fin sont invités à faire une pause, à prier pour la paix. En lançant cette initiative, le Saint-Siège ne s'attend pas à un changement radical, mais souhaite une réflexion sur la situation dans les territoires. Dans un premier temps, Mahmoud Abbas, Shimon Peres et leurs représentants s'entretiendront séparément avec le pape. Puis ils se retrouveront pour une célébration d'1 heure dans les jardins. Chacun priera avant de se donner la main. La rencontre se conclura par un entretien à huis clos, avec l'espoir pour le pape que ce temps d'arrêt spirituel favorisera une reprise du dialogue. C'est la fin de ce journal. Merci de nous y avoir accompagnés. Bon début de semaine et au revoir.